Chez Lagnac. Alors avant de vous commencer, j'ai envie de vous faire une petite confession. Si vous demandez à mon entourage de me décrire, il y a de grandes chances pour qu'on réponde Stéphanie, une pile électrique, toujours en train de parler, de bouger, de monter des projets. Je pense que même certains se demandent si je dors encore quelque temps. Bref, pas franchement le profil de la grande sédentaire. Et pourtant, j'ai pris une vraie claque. Parce que j'ai compris quelque chose d'assez déroutant. On peut être hyperactive et sédentaire, oui, les deux. On peut avoir un cerveau qui court le 100 mètres toute la journée et finalement un corps qui, lui, reste assis pendant des heures. Enchaîner les rendez-vous, les visios, les interviews. Et ça, franchement, je l'avais pas vu venir. Et ce que j'aime avec l'ANIAC, ce sont les rencontres. Les rencontres qui nous font avancer. Et dans l'épisode où j'ai eu la chance d'interviewer Alexandre Dana, il m'a parlé de la fresque du mouvement. J'ai découvert le sujet. Je me prends quelques chiffres au passage en pleine figure et quelques mois plus tard, me voilà formée à mon tour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, même ceux qui pensent que non. Le mouvement, ou peut-être justement l'immobilité. Et non, ça va pas être juste une histoire de montre connectée ou de 10 000 pas par jour. Et pour nous aider à ouvrir les yeux sur le sujet, je suis vraiment ravie d'accueillir Maëlle Ranquet. Maëlle, c'est la fondatrice de la fresque du mouvement. Et elle consacre aujourd'hui toute son énergie à remettre du mouvement, dans nos vies, dans nos écoles, dans nos entreprises et nos organisations. Et croyez-moi, après cet échange, vous ne regarderez plus votre chaise de la même façon. Alors oui, je vous vois venir. Vous êtes en train de me dire que pour parler mouvement, on a décidé de s'asseoir pour faire l'interview. Quoique je me demande si Maëlle n'est pas debout. Mais il fallait bien filmer correctement. Alors Maëlle, merci d'avoir accepté mon invitation sur l'ANIAC. Et je vais te poser la question qu'on pose à tous nos invités. C'est quoi pour toi avoir l'ANIAC? Déjà, merci Stéphanie de me recevoir dans ton podcast. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Et pour moi, avoir l'ANIAC, c'est avoir l'envie, la motivation, la volonté d'avancer, de créer quelque chose, d'avoir de l'impact. C'est vraiment voilà ce qui nous fait avancer. Tu as décidé de faire la guerre, entre guillemets, à la chaise. Est-ce que c'est un peu exagéré? Cette chaise et ce canapé et tout ce qui nous rend immobile a pris beaucoup trop de place dans notre quotidien. Et c'est ce à quoi, contre quoi on fait la guerre aujourd'hui. C'est quoi ton rapport avec le mouvement? Ça a toujours existé? Oui, alors moi, le mouvement a toujours fait partie de ma vie. Je viens d'une famille très active, plutôt sportive aussi. Donc, on a toujours fait beaucoup de sport étant jeune. On a eu des week-ends actifs, des vacances actives. C'était même pas une question et c'était naturel. Et effectivement, le jour est venu où on se retrouve salarié avec un boulot intellectuel et puis on se retrouve assis, on s'en rend pas compte. Alors au début, on se dit bon, ok, on prend un peu de poids, c'est pas grave. Et moi, la claque, je l'ai prise surtout pendant le Covid où je me suis retrouvée à travailler sur une chaise de bureau, je sais pas combien d'heures par jour, donc en plus mal installée. Et puis voilà, visio après visio après visio, on prend même pas le temps de se lever pour aller voir ses collègues puisqu'on n'a pas besoin. Et puis on se retrouve à plus pouvoir s'asseoir tellement on a mal au dos. Donc le problème c'est ça, c'est que beaucoup attendent d'avoir un problème pour s'en rendre compte et nous on essaye de sensibiliser en amont pour éviter justement qu'on attende de problèmes pour s'en rendre compte. Donc c'est vraiment là que j'ai pris conscience qu'il y avait un sujet autour de la sédentarité. Alors, je vais me faire l'avocat du diable parce que on sait qu'on a ce genre de réflexion. Sincèrement, Maëlle, est-ce que c'est si grave que ça? Parce que moi, j'entends beaucoup. Oui, bon, on est assis, mais alors? Malheureusement oui. Je préférerais vous dire que non et de dire continuez comme ça, il y a aucun souci. Mais ça a été démontré, les chiffres sont assez impactants. Voilà, aujourd'hui la sédentarité c'est plus de 5 millions de personnes décédées chaque année dans le monde. Donc oui, c'est grave parce que les conséquences, que ce soit sur la santé physique, la santé mentale, la qualité de vie, l'efficacité, elles sont énormes, elles ont été prouvées. Donc oui, hélas, c'est très grave. Est-ce que tu as un autre chiffre à nous partager qui est quand même assez impactant sur la sédentarité pour qu'on se rende vraiment compte? Une étude de 2022 de l'ANSES a montré que 95% de la population française adulte est concernée par un risque pour sa santé, soit par un temps trop long passé assis, soit par un manque d'activité physique. Donc 95% de la population, vous n'en faites peut-être pas partie, mais voilà, il en reste que 5% qui sont pas concernés, quoi. Mais le problème, est-ce que c'est le fait de ne pas faire assez de sport? Parce que finalement, moi, je fais du sport. Ou c'est de rester assis? Parce que on mélange un peu les deux, quand même. Oui, c'est un vrai sujet de mélanger les deux. Et le problème, j'ai envie de dire, c'est les deux. Si on fait pas assez d'activité physique, alors nous, on évite de parler de sport parce que
effectivement, le problème n'est pas le sport, hein. Il y a plein d'activités physiques d'intensité modérée qui rentrent dans les recommandations de l'OMS. Donc, on peut tout à fait faire de l'activité physique sans faire du sport. Et si on en fait suffisamment, eh ben, on se fait du bien, en effet, pour sa santé. Mais à côté de ça, on peut passer un temps trop long assis. Donc, il y a les deux. Il y a le fait de faire suffisamment d'activité physique dans la semaine et de passer le moins de temps possible assis. Et l'un ne compense pas l'autre. Et c'est ça tu parlais de sportifs sédentaires initialement. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas parce qu'on va faire 1 heure de sport le soir qu'on va compenser sa journée passée assis. Mais alors justement, on sait qu'il faut bouger, mais on bouge pas. À ton avis, qu'est-ce qui est si difficile que ça? Alors, on sait qu'il faut pas fumer et pour autant beaucoup gens fument. Donc, C'est vrai. ce qui est prouvé, je citerai, en espérant ne pas dire de bêtises de sa part, Boris Cheval, qui est un chercheur à l'université de Rennes, qui a fait beaucoup de travaux justement sur le fonctionnement du cerveau, et notamment, notre paresse liée à l'activité physique, hein. Il a écrit un livre qui s'appelle Le syndrome du paresseux, où il montre qu'en fait notre cerveau, il est câblé pour économiser l'énergie. Donc déjà de base, il nous dit prends l'escalator, il nous dit prends la voiture, il nous dit reste assis, c'est confortable. Tu vas économiser l'énergie et ce soir tu pourras aller chasser pour te nourrir. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, on n'a plus besoin d'aller chasser pour se nourrir. Donc ce soir, on repose nos fesses sur une chaise pour manger et potentiellement même on commande à manger via des plateformes ou autres et donc on n'a pas du tout bougé. Donc le cerveau, il n'a pas muté, on va dire, avec nos modes de vie, il est toujours en train de nous demander d'économiser de l'énergie. Donc déjà, il faut se dire que voilà, il y a un effort à faire pour bouger. Et en plus, pour faire le lien aussi avec ce que je disais sur le tabac, il faut savoir que la santé, ça a été prouvé, c'est pas un levier motivationnel suffisant pour faire changer nos comportements de manière durable. Notre cerveau, pareil, il se dit la santé c'est dans longtemps, la santé c'est les autres, nous ça va pas nous arriver. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens continuent à fumer en sachant que le tabac tue. Et donc, il faut trouver d'autres leviers motivationnels. Et parmi ces autres leviers motivationnels, ce qui fonctionne bien, ça va être le plaisir immédiat. Donc, c'est faire une activité où on prend du plaisir, où vraiment on se rend compte que ça nous fait du bien. Et ça, le cerveau, il va avoir envie d'y revenir. Ça va être aussi utiliser le lien social. Donc, si on fait des choses à plusieurs, si on profite pour voir des amis, pour se regrouper à plusieurs, forcément, en termes de motivation, de changement durable, ça va avoir un impact aussi. Et éventuellement utiliser d'autres, on va dire, facteurs externes. Par exemple, si nous, on aime bien être dans la nature, et la nature va nous aider à bouger. Si on aime bien la musique va nous aider à bouger. Donc, c'est aussi savoir là où on prend du plaisir et ce qui nous motive à changer nos comportements. Alors du coup, toi, tu as pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour le mouvement. Comment t'en es venu à créer cette fresque? Alors, moi, j'ai pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Et pour être tout à fait honnête, je croyais qu'en allant dans les entreprises, en leur disant il faut faire quelque chose, voilà ce que j'ai à vous proposer, ça allait suffire. Et je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Parce qu'effectivement, on me répondait mais t'inquiète pas, nous on n'a que des sportifs dans l'équipe, on n'a que des jeunes, c'est pas un souci. Et qu'il y avait ce besoin de prise de conscience. Et moi, j'avais été pendant plusieurs années animatrice de la fresque du climat. Et vraiment, le créateur de la fresque du climat, il a toujours dit qu'il avait fait ça pour faire prendre conscience aux gens. Parce qu'il faut qu'ils prennent conscience, qu'ils connaissent les enjeux pour pouvoir passer à l'action. Et je me suis dit finalement, sur le sujet du mouvement, c'est la même chose. Il faut que les gens prennent conscience. Il faut casser certaines idées reçues. Sinon, de toute façon, on aura beau dire voilà ce qu'il faudrait faire. Le message passera pas. Et du coup, aujourd'hui, dans la fresque du mouvement que tu animes, mais qu'est-ce qui surprend le plus les participants? Alors, À ton plein de avis? choses. Alors déjà, on commence par des chiffres clés. J'en ai donné quelques-uns. Je vais pas tous les donner, mais c'est sûr que ça marque. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai sujet et peut-être qu'on n'avait pas anticipé la taille, l'ampleur, en tout cas, de la problématique. Et puis, je dirais, ce que les gens notent aussi, c'est finalement la simplicité d'action. C'est-à-dire qu'on ne demande pas de révolutionner le quotidien. On ne demande pas de changer sa journée, de bloquer 1 heure dans l'agenda tous les jours. On va demander des toutes petites actions et chacun va pouvoir choisir ce qui lui plaît à mettre en place. Donc c'est aussi de se dire, en fait, on sort de la fresque du mouvement et dès demain, on peut changer des choses sans avoir ni à investir de l'argent, ni à investir beaucoup de temps, ni à faire changer tout son entourage, et ce qui va nous apporter finalement rapidement beaucoup de bienfaits. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que les gens, est-ce qu'ils ont envie d'avoir cette prise de conscience? Non, c'est pas difficile et oui, oui, c'est assez aisé de leur faire prendre conscience. D'une part, parce que justement, dans les actions qu'on va identifier possibles à mettre en œuvre, c'est pas révolutionnaire, c'est accessible à toutes et tous. Donc, on va pas se sentir en mode, oui, mais moi, ça, je peux pas, ça, je peux pas. Donc, facilement, on va pouvoir mettre quelque chose en place. Donc, c'est assez simple.
On essaye de la rendre aussi déculpabilisante, cette expérience. Donc, on vient pas justement mettre des injonctions. Il y a aussi des gens qui sortent de la fresque en disant « Ah, mais en fait, je fais déjà tout ça de bien ». Et ça, c'est chouette aussi, parce que de s'en rendre compte, c'est déjà très positif. Moi, je dis toujours, on plante une graine, et puis un jour, elle germera. Alors, c'est pas tout de suite le lendemain de l'atelier. Parfois, il faut quelques mois, etc. Mais je pense que, quoi qu'il arrive, il y a un impact derrière. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe tes journées. Est-ce que tu es vraiment toujours en mouvement? Parce que toi aussi, tu es derrière un ordinateur. Oui, alors forcément, je suis pas 100% toujours en mouvement, mais je suis pas non plus le cordonnier le plus mal chaussé. Parce que justement, j'ai fait quelques petits changements. Les pauses actives, c'est quelque chose sur lesquelles je vais essayer vraiment de me focaliser. Même quand je fais des réunions avec des personnes extérieures à la fresque, bah voilà, j'essaye de faire en sorte de mettre en place des pauses actives. Même quand j'anime des formations, on met en place des pauses actives. Alors, c'est quoi une pause active? Alors une pause active, c'est faire une pause, mais c'est pas faire une pause assis sur le banc dehors à regarder les oiseaux. C'est aller marcher 5 minutes, c'est faire quelques étirements, c'est éventuellement faire quelques squats. C'est juste l'idée de prendre une pause sur son travail, surtout s'il est sédentaire, et d'aller se mettre en mouvement de la manière qui nous convient le mieux. Parce qu'on peut avoir envie de bouger et puis avoir peur du regard des autres, hein. Oui, beaucoup. Bah, d'ailleurs, c'est un des freins qu'on identifie dans la fresque, c'est la peur du regard des autres et on le rencontre en entreprise, mais aussi en extérieur. Il y a des gens qui me disent: «Mais moi, je me sens pas d'aller à la salle parce qu'on va me juger, parce que mon physique, il est pas adapté à tel sport ou autre». Donc ça, on le rencontre beaucoup. C'est ce qu'on vient essayer de déconstruire, quand on fait la fresque et notamment quand on la fait en entreprise. Bah, forcément, une fois qu'on est 15 autour de la table à avoir parlé du sujet, on se dit: «Bah, on osera peut-être plus le lendemain se mettre en mouvement parce que les autres sauront pourquoi on le fait». Donc il y a cette problématique-là. Et puis c'est d'y aller petit à petit. Effectivement, c'est peut-être pas mettre la musique à fond dans l'open space et danser dès la première fois si on n'est pas à l'aise. Il y a des exercices qui sont voilà plus ou moins visibles aussi par les autres. Il y en a qui me disaient mais moi je me sens pas de traverser tout l'open space en marchant. Bah peut-être vous vous mettez debout derrière votre chaise et puis vous levez une jambe d'un côté, de l'autre, vous faites quelques petits mouvements mais plus discrets si ça vous convient mieux. Aller marcher dehors aussi c'est une pause active qui est tout à fait accessible à tout le monde. Donc voilà, il faut trouver vraiment, nous, ce qu'on dit, le mouvement qui vous convient et qui vous fait plaisir. Il faut pas que ce soit une contrainte. Et puis après, moi, j'insiste aussi de dire, n'hésitez pas à oser parce que peut-être que vous allez donner la permission à d'autres de le faire aussi. Donc en vous levant, en vous étirant à votre bureau, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire, bah j'osais pas le faire, bah je vais le faire aussi. Et puis ça va peut-être devenir quelque chose de collectif. Je pense, dans un monde idéal, tu te dirais quoi? Qu'il faut moins d'ordinateurs, qu'il faut que les gens arrêtent les visios et s'appellent ou en marchant? D'ailleurs, ça me fait penser dans les choses que j'ai vraiment modifiées. C'est-à-dire que maintenant, avant de faire une visio, je pose toujours la question si on peut pas le faire par téléphone. Comme ça, moi, ça me permet de marcher en même temps. Alors, dans un monde idéal, c'est compliqué parce qu'on peut pas révolutionner comme ça la société telle qu'elle est aujourd'hui. Par contre, moi, je pense que dans un monde idéal, c'est se poser la question à chaque fois. Donc, c'est ce que je te dis. Se poser la question quand on fait une visio, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être en visio? Se poser la question quand on prend la voiture, est-ce que finalement on pourrait pas y aller à pied? Donc se dire oui, on a des outils qui nous permettent de faire différemment sans bouger. Est-ce que là vraiment on a besoin de cet outil-là ou est-ce que finalement on peut faire autrement? Se poser la question, même si on a un robot aspirateur et que ça nous aide au quotidien, de parfois est-ce que ce serait pas mal parce que là j'ai le temps et qu'en plus je vais le faire, de passer l'aspirateur soi-même. Donc c'est surtout ça. C'est pour ça que pour moi il y a vraiment un changement de mentalité et c'est pas la société qu'on va révolutionner, c'est vraiment les mentalités de chacun. Voilà, et de se dire je vais pas juger la personne qui fait des squats sur le quai de la gare, je vais pas juger aussi ça et que finalement la culture globale autour du mouvement soit plutôt dans le positif que dans cette vision de le mouvement, pourquoi bouger si on peut le faire immobile quoi. Alors là, tu parlais des entreprises, tu parles de la culture du mouvement, tu parles de c'est pas la peine de révolutionner. Moi, quand j'entends ça, je me dis ça doit pas commencer dès le plus jeune âge dans Si, les écoles. tout à fait. Et du coup, justement, on est en train de tester là une première version de la fresque junior parce qu'on sait que et notamment donc là, c'est pour les 8-12 ans, c'est la tranche d'âge où les écrans commencent à prendre de la place dans la vie des enfants et où on sait que il y a besoin de sensibiliser. Alors déjà à l'école, ils sont assis X heures par jour, donc l'idée de sensibiliser dans les écoles, c'est aussi de sensibiliser les enseignants à comment faire autrement, comment apprendre autrement, au fait que le mouvement a un impact sur la concentration, sur la capacité d'apprentissage. Donc finalement, tout le monde y gagnerait à mettre plus de mouvement à l'école. Et puis on sait qu'un enfant actif a plus de chances de devenir un adulte actif en tout cas. Et puis nous, on a espoir aussi qu'en sensibilisant les enfants à l'école, ils puissent ramener ça chez eux. Ils repartent avec un petit passeport et un bingo avec des défis à faire en famille ou avec leurs amis. Bon, on sait pareil, s'ils incitent leurs parents, c'est aussi du mouvement pour leurs parents, du mouvement pour leurs frères et sœurs. Donc, globalement, ça impacte plus de monde.
Je continue à me faire l'avocat du diable. Je suis un chef d'entreprise. Franchement, Maëlle, qu'est-ce que ça fait de former? On n'a déjà pas assez de temps dans nos entreprises, nos équipes sont tendues. Pourquoi je vais prendre 3 heures pour motiver et faire une fresque du mouvement pour mes équipes? Bah, déjà, forcément, pour toutes les entreprises qui ont déjà fait des fresques, c'est des vrais moments de partage, c'est une expérience vécue, que ce soit autour de n'importe quel sujet. Déjà de participer à ce type d'atelier, moi j'ai jamais vu, un atelier où les gens en sont ressortis en disant: «Ça m'a servi à rien, j'ai perdu 3 heures de ma journée». Donc déjà, rien que pour, le moment qui est vécu, ce partage-là, ce temps aussi de dire on prend le temps de parler d'un sujet, vraiment. C'est pas juste à la pause café, c'est pas juste une affiche sur le mur. Là, on prend le temps et c'est du temps que l'entreprise investit. Et pourquoi elle a intérêt à investir là-dedans, justement, ce temps-là? Parce que le mouvement, contrairement à ce qu'on peut penser, améliore la créativité, améliore la productivité. Donc le temps qu'on passe finalement à faire ces petites pauses actives, comme je disais, c'est du temps qu'on va gagner en termes de productivité. C'est une meilleure concentration, c'est une meilleure créativité. Et en plus, elle vient finalement prévenir un certain nombre de pathologies, que ce soit les troubles musculo-squelettiques, que ce soit le développement, par exemple, de diabète, même de certains cancers. Donc forcément, elle y a aussi intérêt parce que c'est des arrêts de travail en moins, parce que c'est des inaptitudes en moins et parce qu'au final, c'est prendre soin de ses salariés qui constituent, voilà, le cœur même de l'entreprise. Bon, évidemment, nous, on avait fait aussi valider par des médecins, par des professionnels de santé, par des chercheurs, etc. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter, pardon, sur une entreprise ou une école, enfin une école c'est récent, que tu aurais formé à la fresque, enfin où tu aurais déployé la fresque du mouvement et tu sais que vraiment derrière il y a des choses qui ont bougé? Déjà, moi, je suis allée dans une petite PME en région parisienne. C'était une des premières fresques, une des premières entreprises à nous avoir fait confiance l'année dernière. Et donc avec une partie atelier, une partie bureau. Donc déjà, pas forcément les mêmes problématiques de sédentarité. Et lors de cet atelier, on sentait que voilà, il y avait un peu, un clivage entre, ces 2 parties. En plus, plutôt atelier des hommes, plutôt bureau des femmes. Enfin, voilà, pas un fonctionnement forcément simple. Et puis à un moment donné, justement, quand on a commencé à parler peur du regard des autres, à parler, des bienfaits du mouvement, la directrice, générale de l'entreprise, elle a demandé à tout le monde de s'arrêter 2 minutes sur ce qu'ils étaient en train de faire et elle a dit: «Voilà, maintenant qu'on a vu ça ensemble, est-ce que c'est clair pour tout le monde que la personne qui arrive 5 minutes en retard après la pause déjeuner parce qu'elle est allée faire du vélo ou nager, elle ne se fait pas critiquer par les autres?» Et c'est OK, parce que justement, elle va été plus efficace tout l'après-midi, donc finalement, elle aura gagné du temps. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que, déjà, c'est que le message était passé et puis de se dire qu'il est relayé comme ça en interne par la direction de l'entreprise, on sait que, voilà, ça va pouvoir faire changer aussi, peut-être les mentalités et le regard sur le mouvement. Une autre histoire, donc, on a formé 3 personnes en interne du grande entreprise, après avoir fait 2 fois des ateliers auprès de leurs collaborateurs. Et lors de la formation, une des personnes justement m'a remonté en me disant, tu sais, dans les post-it, ils avaient écrit telle et telle idée. Je suis allée voir dans leur bureau, ils ont vraiment mis en place. Donc notamment, il y a quelqu'un qui avait mis un stepper à côté de l'imprimante pour quand les gens attendaient leurs impressions, ils puissent justement se mettre en mouvement. Et puis il y a un autre site où ils avaient instauré vraiment un rituel après la pause du midi pour ajouter du mouvement. Parce que quand même, il y a 2-3 petites choses qu'il faut faire évoluer dans nos journées. Alors sur le matériel, effectivement, si on a un bureau assis debout, on va avoir tendance peut-être à plus varier les postures et encore, moi je connais plein de gens qui ont un bureau assis debout et qui finissent par travailler tout le temps assis parce qu'ils n'y pensent pas, donc c'est pas le matériel qui va révolutionner nos journées, c'est plus des petites routines. Moi je prends toujours l'exemple, quand on se lave les dents 2 ou 3 fois par jour et ça globalement, il y a peu de gens qui oublient, enfin j'espère. Et Normalement. c'est de se dire pendant ces 3 minutes-là, est-ce que je me mets juste sur la pointe des pieds, comme ça, pendant que je me lave les dents? Et je peux vous dire que vous allez sentir passer les 3 minutes dans les cuisses et les fessiers. Est-ce que je me mets en équilibre sur une jambe pour faire travailler vraiment des muscles un peu profonds et travailler mon équilibre? Voilà, et c'est trouver ces petits moments dans la journée où on peut rajouter déjà un petit peu de mouvement. Mais voilà, ça peut être avoir voilà une routine le matin, une routine le midi, une routine le soir. Donc c'est ancrer ces petites habitudes dans son quotidien. Et puis moi, ce que je disais tout à l'heure, je pense que le vrai changement, il est se poser la question. Se poser la question de comment on fait les choses, comment on se déplace, comment on échange, comment on fait nos réunions, comment on apprend. Enfin voilà, moi je parlais aussi des enfants. Comment on fait réciter la poésie à son fils? Est-ce qu'on est assis à la table ou est-ce que finalement il est en train de tourner autour de la table, autour du canapé? Est-ce qu'il fait des sauts en même temps? Etc. Et de se dire il va être divers, enfin, il va être peut-être moins concentré s'il bouge. Non, vraiment non, ça a été prouvé.
Donc voilà, se poser la question. Parce qu'on a toujours eu l'habitude, depuis qu'on est petit, de ne pas bouger pour être concentré et on la reproduit finalement dans nos vies d'adultes, hein. Oui. Alors il y a des études qui ont montré, justement qu'ils faisaient faire à des enfants, des tests où ils devaient résoudre un certain nombre d'additions ou de multiplications, en étant assis à leur table et après ou en parallèle, ils devaient résoudre la même chose sur des tableaux espacés de 1 ou 2 mètres chacun, donc en courant entre chaque tableau et clairement les études ont montré qu'ils allaient plus vite en courant entre chaque tableau qu'en le faisant, sur place. Parce que le mouvement apporte des nouvelles connexions neuronales et aide notre cerveau à être mieux oxygéné, à mieux fonctionner, tout simplement. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent là, juste de changer déjà 3 micros-actions dans leur journée? Il y a le brossage de dents, donc pendant le brossage de dents, voilà, essayez de faire un mouvement, ce que vous voulez. Bah voilà, c'est 2 fois ou 3 fois 3 minutes là dans ma journée, je bouge. À la fin de la journée, c'est déjà presque 10 minutes en plus où on a bougé si on se brosse les dents 3 fois par jour. Donc ça, c'est une petite habitude très simple à prendre. Ensuite, marche après soit le déjeuner, soit le dîner, mais de se dire, bah, je rajoute 10 minutes de marche dans ma journée où je veux. Et puis, la troisième, justement, de temps en temps, alors à choisir, mais remplacer quelque chose qu'on faisait assis par quelque chose qu'on fait en mouvement. Donc, soit de temps en temps, remplacer une visio par un coup de téléphone, parce qu'on peut le faire en mouvement. Soit de temps en temps, si on avait l'habitude d'aller boire un café avec une amie tous les samedis à 10h, et ben on propose d'aller marcher 20 minutes et de s'asseoir au café après. Donc, c'est remplacer une chose qu'on a l'habitude de faire toutes les semaines par un moment en mouvement. Peux-tu nous résumer juste pour que on comprenne? Donc du coup, la fresque du mouvement, c'est un atelier, Oui. qui dure combien de temps? Qui est pour combien de personnes? Voilà, quelques éléments clés pour que ça puisse, inciter, celles et ceux qui nous écoutent à pourquoi pas, te contacter. Oui, donc une fresque du mouvement, c'est un atelier qui dure 3 heures et on les voit pas passer. Stéphanie pourra vous confirmer. Je confirme. Qui dure 3 heures. On peut animer, donc un animateur peut animer une fresque pour à peu près 15 participants. Après, aujourd'hui, on a un réseau d'animateurs assez développé pour pouvoir mobiliser plusieurs animateurs s'il y a plus de participants au même moment. Et puis ça se décompose en 3 parties. Il y a une partie vraiment, on va parler des chiffres clés, des définitions, parce que le problème aussi, c'est que tout le monde confond le sport, l'activité physique, le mouvement, la sédentarité, etc. Après, on va sous forme de fresque justement aborder les freins, donc les causes de l'absence de mouvement, les freins au mouvement et les conséquences de ne pas assez bouger, que ce soit sur la santé physique, la santé mentale, la santé sociale ou encore les performances de l'entreprise. Et puis dans un dernier temps, on va venir étudier justement, en connaissance de tous les bienfaits du mouvement, et ben comment on peut rentrer plus facilement dans ce cercle vertueux et changer des micro-actions dans son quotidien en venant étudier quelques thèmes. Et puis les participants repartent avec un petit livret, un petit plan d'action. L'idée, c'est d'avoir un support aussi qui nous fasse le rappel, où on s'engage en faire soi-même à changer quelques micro-actions dans son quotidien. Et on peut même avoir un engagement collectif si au niveau de l'entreprise, on a envie de changer. Et puis évidemment, bah, tout ça avec rythmé par des pauses actives, sinon ça serait pas cohérent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Alors, mon rêve ultime, ce serait qu'il n'y ait plus besoin de la fresque du mouvement. Ça veut dire que tout le monde serait sensibilisé. Bon, je sais que ça va prendre très très longtemps, mais non, c'est peut-être voilà d'avoir réussi à parler assez du sujet, à sensibiliser assez de personnes pour que les cultures globales changent et qu'on sait très bien qu'on a tendance à être un peu des moutons, donc on sait que si un certain nombre de personnes changent de comportement, bah ça va entraîner le reste de l'entourage. Donc c'est ce qu'on peut souhaiter, c'est que vraiment les mentalités sur les mouvements changent, que ce soit en entreprise ou dans la vie personnelle, hein, que ce canapé, cette chaise, ce fauteuil prennent moins de place et qu'on redécouvre justement les bienfaits de bouger, d'être dans le vivant, d'être dans les relations humaines, etc. Eh ben, écoute Maëlle, je te remercie beaucoup pour ce temps. J'espère que voilà le mouvement va rentrer partout parce que moi aussi j'ai trouvé que cette fresque était une vraie prise de conscience extraordinaire. Donc je souhaite aussi que le mouvement intègre partout les entreprises. Et je te propose que après l'interview, bah, chacune de nous on aille marcher 10 minutes puisque moi en plus j'étais assise pendant l'interview. Donc Maëlle, je te remercie beaucoup Merci à toi et Stéphanie. je te dis à bientôt. À bientôt. Chez Lagnac.